Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Que vous soyez ce soir en live, je vous en remercie. Ou que vous soyez en replay, je vous remercie. Je vous remercie et j'irai plus loin. Je vous félicite d'être là, sincèrement. Je vous félicite d'être là parce que je sais très bien ce que ça représente dans la vie de médecin, de se libérer 1 heure de son temps, ou un petit peu plus peut-être, un soir, un jour de semaine. Ce n'est presque jamais, je ne sais pas si je dois mettre le presque, facile. C'est un choix conscient que vous avez fait, un choix que beaucoup de médecins ne s'autorisent plus. Par manque de temps, par manque de ressources, par fatigue, ou bien surtout parce que vous avez appris à passer après tout le monde. Et vous qui êtes là ce soir, et pour ceux qui regarderont en replay, eh bien, sachez que vous êtes nombreux à vous être inscrits. Je vous en remercie d'ailleurs. Vous êtes nombreux à vous être inscrits de France, mais aussi de nombreux autres pays, de Suisse, de Belgique, du Maroc, d'Arabie Saoudite, et voilà, de beaucoup de pays francophones, bien évidemment. Alors, vous avez pris ce temps pour réfléchir. On va réfléchir ensemble ce soir sur cette manière de tenir. Le webinaire d'aujourd'hui, tenir à un prix. Eh oui, tenir dans votre métier, dans le fait de soigner, de durer dans ce métier, eh bien, ce n'est pas anodin. Ça a un prix. Alors vous êtes là, c'est pas par curiosité, c'est parce que ça a résonné. Ça fait résonner en tous les cas quelque chose de très concret, probablement dans votre quotidien de médecin. Alors c'est précisément pour cela que j'ai créé ce webinaire. Je vais vous offrir un espace de compréhension, de mise en perspective et de lucidité, loin du bruit, des objections, des discours simplistes. Alors, j'ai envie de vous demander quelque chose. Vous avez pris ce temps, vous êtes connecté. Pendant l'heure qui vient, posez ce que vous avez à faire. Laissez votre cerveau souffler. Autorisez-vous à vous écouter avec la même attention que celle que vous offrez à vos patients. Et oui, tous les jours, vous offrez ce temps, cette attention, vous offrez de vous à vos patients. Aujourd'hui, je vous propose de le faire pour vous. Car nous allons parler aussi de médecine, de physiologie, de ceux qui usent sans bruit, lentement, tous ceux qui tiennent encore. Alors, c'est pas un hasard si vous êtes là. On va poser le cadre. Voilà, ça peut être interactif. Je serai attentive à vos partages, à vos réflexions. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je suis là, je suis avec vous. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions, posez-les. Vous avez mon mail et tout moyen de me contacter aussi à la suite de ce webinaire. Donc maintenant, je vous invite pendant ce webinaire à laisser les idées se poser. Laissez certaines phrases vous travailler. Parce que ce que j'aimerais que vous obteniez à la fin de ce webinaire, c'est que vous puissiez vous dire, mais avec un vrai soulagement interne, intellectuel aussi, mais presque on va dire clinique, que vous puissiez vous dire, je comprends ce qui m'arrive, c'est pas juste moi, et surtout, je peux agir. Oui, avant que ça casse, avant la rupture, avant le burn-out. Et à la fin de ce webinaire, j'aimerais que vous puissiez évaluer, avec toute la rigueur qui est la vôtre, si le programme Bien soigner sans s'épuiser, une masterclass de 5 jours que j'ai créée pour vous,
si c'est fait pour vous, si vous vous reconnaissez et si vous avez envie de vous inscrire. Alors, ce webinaire-là, c'est pas une conférence de motivation, c'est pas du bien-être vague, ce n'est pas du développement personnel, c'est pas de la psychologie hors sol. Pardon. Nous allons faire une lecture, je dirais structurée, avec une logique diagnostique de ce qui use les médecins, et surtout les médecins solides. Ce qui use les médecins solides dans la durée. Alors, maintenant que ce cadre est posé, je vais commencer par une phrase qui parfois dérange et souvent qui réveille quelque chose. La médecine moderne, elle repose encore sur un modèle d'endurance humaine théoriquement illimité. Or, biologiquement, ce modèle-là, il n'existe pas. Pourquoi ? Parce que nous avons un corps humain, un cerveau humain, un système nerveux humain. Ces systèmes-là, ils ont une logique, une physiologie et des limites. Pas des limites morales, des limites biologiques. Alors, si vous êtes ici ce soir, c'est probablement pas parce que vous êtes en burn-out, mais justement parce que vous tenez encore, mais vous le sentez, ça vous coûte davantage. Alors, nous allons nous appuyer sur des données solides, les données les plus récentes que j'ai pu trouver, parce que le phénomène que vous vivez, c'est réel, c'est documenté et très actuel. Depuis la période Covid, les grandes enquêtes internationales montrent que la situation des médecins s'est durablement dégradée avec le Covid. Après, elle s'est partiellement stabilisée, mais finalement, elle est restée encore à un niveau très très élevé. Aujourd'hui, si on regarde les dernières publications issues des... Alors, les plus grandes cohortes, elles sont nord-américaines. Elles ont été publiées dans le AMA, dans le Mayo Clinic Proceedings. Quel est le résultat ? 45%. 45% des médecins déclarent aujourd'hui encore au moins un symptôme significatif de burn-out. Le Covid, ce n'est pas ce qui a créé le problème. Le Covid, ça a révélé, ça a accéléré et aggravé les mécanismes d'usure qui étaient déjà présents chez les médecins. Toutes les données internationales vont dans ce sens. Qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Amérique du Nord ou d'autres régions du monde, les études récentes montrent des taux élevés et persistants d'épuisement professionnel chez les médecins. Il y a des variations, bien évidemment, selon ces systèmes de santé, mais une constante est très nette. Les médecins, vous restez une des professions les plus exposées à l'usure chronique. Si je vous donne ces chiffres, c'est pas pour dramatiser, mais là aussi, c'est pour que notre cadre soit clair. Parce que ce que vivent beaucoup d'entre vous, ce n'est ni marginal, ni individuel, et on va dire ni anormal au sens psychologique. Parce qu'en fait, c'est une conséquence biologique, cognitive, d'un exercice médical qui est devenu plus intense, plus contraint, plus exigeant émotionnellement. Voilà, que ça l'était finalement il y a 5, 10 ou 15 ans. Et le Covid, ça a juste marqué un tournant. Mais la tendance était déjà là. Alors ce soir, on ne va pas parler de burn-out au sens classique. Moi, je veux vous parler de quelque chose qui est plus discret, mais plus fréquent, et souvent nettement moins bien identifié, l'usure invisible. L'usure invisible de ceux qui tiennent encore. Et bon, si vous êtes là, il y a de fortes chances que vous soyez dans ce profil. Vous exercez,
vous assurer. Vous n'êtes pas en rupture. Mais peut-être que vous récupérez moins. Vous êtes plus vite saturé mentalement. Vous devez parfois forcer un peu pour rester disponible. Ce webinaire-là, il est pour vous. Avant d'aller plus loin, je vais quand même prendre quelques minutes, 2 minutes, on va faire court, pour me situer clairement devant vous. Parce que je sais, quand on est médecin, on n'écoute pas de la même manière selon la personne qu'on a en face. Et c'est normal. Moi, je ne suis pas médecin. Et je ne prétends pas vous apprendre la médecine, ni vous expliquer votre métier. Mon travail à moi, il se situe ailleurs. Depuis 5 ans, j'accompagne exclusivement des médecins. Hospitaliers, libéraux, spécialistes, généralistes, etc. Tout médecin. Et principalement des médecins qui tiennent encore, qui exercent bien, mais qui sentent que quelque chose ne va pas, que le coût interne augmente. Donc mon champ d'expertise, c'est à l'interface entre, on va dire, le fonctionnement neurophysiologique du stress chronique, la régulation émotionnelle et cognitive, et la réalité très spécifique de la décision médicale répétée sous contrainte. Alors bien évidemment, ce travail-là, il nous amène souvent, parfois j'allais dire, mais en fait souvent, à explorer aussi le champ de la vie personnelle. Parce que tout est lié, bien évidemment. Chacun de nous est une personne. Et non, vous n'êtes pas que un médecin. Vous êtes un homme, une femme avec une vie à côté et tout cela interfère. Alors, je vais vous partager ce qui m'a frappé très vite en vous accompagnant. C'est que vous comprenez très bien ce qui se passe chez vos patients. Mais, au final, vous disposez de très peu d'outils pour lire finement ce qui se passe chez vous, en vous, avant la rupture, avant ce fameux burn-out. Ce burn-out, on en parle de mon point de vue de manière trop légère aujourd'hui. C'est presque devenu comme le stress il y a 10, 15, 20 ans. Donc moi, j'ai construit une approche qui ne repose ni sur la motivation, ni sur le développement personnel. Développement personnel classique, j'ai horreur de ce mot et de cette approche, mais voilà, je m'en inspire, bien évidemment, mais je n'aime pas ce mot. Je me base sur une lecture qui est plutôt fonctionnelle, physiologique de ce que vous vivez, de votre usure professionnelle. Et tout ceci adapté à votre métier. C'est ma spécialité, à moi. Donc ce que je vous propose ce soir, ça ne vient pas d'une théorie abstraite, ça vient de centaines, de milliers, je ne vais pas calculer, mais d'heures d'observation clinique, d'accompagnement dans la durée et d'un dialogue constant avec la littérature scientifique sur le stress, l'allostasie, la récupération. Mon objectif à moi, ma mission, c'est simple, c'est vous aider à exercer, vous aider à durer dans ce métier sans que vous perdiez ce qui fait la qualité de votre médecine. Votre clarté, votre finesse, votre humanité. J'aime dire votre intelligence humaine. Vous aider à durer. Et je vous propose de devenir, à partir de ce soir, un médecin durable. J'aime ce concept. Et maintenant, que ceci est posé, je vais vous montrer pourquoi les médecins solides sont paradoxalement les plus exposés à l'usure invisible. Est-ce que vous vous sentez, vous, solide ? C'est une question que j'ai posée dans un de mes posts récents. Beaucoup d'entre vous ont répondu oui. Alors on va voir ça, cette réalité invisible. Pourquoi les médecins solides s'usent le plus ? Et on va tout de suite enlever cette idée que les médecins les plus exposés à cette usure sont les plus fragiles. Enlevons ça. C'est le contraire.
Les médecins les plus exposés sont les plus solides. Tout ça, ça tient à 4 mécanismes principaux. Le premier, on va parler de suradaptation professionnelle chronique. La suradaptation, c'est quand votre système interne s'ajuste en permanence à des contraintes qui devraient en théorie rester exceptionnelles. Vous absorbez, vous encaissez, vous trouvez des solutions, vous continuez. Et comme vous êtes compétent, ça marche. Le problème, c'est quoi? Que votre corps, il ne lit pas ça comme une compétence. Le corps, il vit ça comme une activation prolongée, un stress chronique. Suradaptation professionnelle chronique. Deuxième point, on va parler d'hyper-responsabilité décisionnelle. La responsabilité médicale, ce n'est pas la responsabilité d'un métier classique. Il y a une dimension existentielle. Quand vous prenez des décisions, ça pèse sur vos patients, sur des trajectoires de vie, parfois même sur la vie elle-même. Alors quand ce poids est quotidien, quand ces décisions sont quotidiennes, ça laisse des empreintes, des traces. Il n'est pas rare que vous viviez finalement une forme de charge morale silencieuse. Même quand tout se passe bien. C'est là que c'est sournois, puisque ça ne se voit pas, c'est invisible tout ça. Donc à ces deux éléments se rajoute quoi? Une normalisation de la fatigue. Et ça, c'est l'un des mécanismes les plus insidieux. Parce que le cerveau humain, il est excellent pour normaliser l'anormal quand l'anormal devient quotidien. Donc vous vous dites, c'est normal d'être fatigué. C'est normal de ne pas récupérer complètement avec ce que je fais, avec ce que je suis. C'est normal aussi d'être irritable. C'est normal de ne plus avoir assez d'espace. Je suis médecin. À force, vous ne percevez plus que c'est un signal. Quatrième élément, quatrième mécanisme, la tolérance à l'inconfort. Ça devient un piège. Les médecins, vous tolérez beaucoup. Oui ou non? Est-ce que ça vous parle? Vous tolérez beaucoup, je dirais trop. Qu'est-ce que vous tolérez? L'incertitude, l'intensité, les émotions fortes, la confrontation à la souffrance. Alors, on ne va pas se tromper, ça c'est une force, c'est votre force, elle est exceptionnelle. Oui, mais je dirais quoi? C'est aussi un facteur de risque. Parce que si vous pouvez tolérer aussi longtemps, aussi fort, eh bien vous pouvez aussi tenir longtemps sans voir que vous vous usez. Usure invisible. Et je veux vraiment que cette phrase s'imprime en vous. Le problème, c'est pas que vous n'êtes pas assez solide. Allez, on va barrer cette idée-là. Le problème, c'est que vous êtes assez solide pour tenir longtemps sans voir que vous vous usez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous le ressentez? Vous voyez, je vais vous parler de Pierre. Pierre, c'est un médecin hospitalier, il a 46 ans. Dans son service, c'est le pilier. C'est lui qu'on appelle quand un interne doute, par exemple, quand un collègue lâche. C'est lui qui sait garder une ligne quand l'équipe s'agite. Pierre, il ne se plaint pas. Il dit même souvent « Ah, franchement, ça va ?» Je suis certaine que c'est une phrase que vous dites « Ah, franchement, ça va ». Et c'est là que c'est intéressant. Parce que ce « ça va », il est souvent vrai, finalement, à un certain niveau. Parce que ça fonctionne. Pierre, il fonctionne, il assure. Mais il y a
il a perçu aussi des micro-changements. Au départ, rien d'inquiétant. Ah, il récupérait un petit peu moins le week-end. Il mettait un petit peu plus de temps à redescendre. Il supportait un tout petit peu moins les interruptions pendant les consultations. Donc, vous voyez, c'est un détail, puis un autre. Puis un jour, il m'a dit une phrase, vous voyez que j'ai gardé. Il m'a dit, c'est pas que je suis fatiguée, Karine. C'est que j'ai l'impression que j'ai plus de marge. Je lui ai demandé une marge de quoi? Il a réfléchi quelques instants, puis il a répondu, j'ai plus de marge émotionnelle. J'ai plus de marge cognitive. J'ai moins de patience, moins de souplesse. Et là, désolé pour le feu d'artifice parce que c'était pas le but. Ordinateur qui joue tout seul. Donc vous voyez quand il dit je n'ai plus de marge. Ça, est-ce que c'est ce que vous ressentez? Parce que vous savez, la marge en médecine, c'est exactement ça qui permet la qualité de la décision, cette zone grise. Parce que dans ces cas précis, ce n'est pas la connaissance brute, c'est pas ce que vous avez appris pendant vos études, c'est pas ce que vous avez appris lors du dernier congrès qui va vous aider à la décision ou à la pose du diagnostic. Vous voyez, cette marge, c'est l'espace interne nécessaire dans votre métier pour analyser, pour pondérer et à la fois pour rester humain en même temps. Pierre, il est allé plus loin dans son partage. Il m'a dit aussi, quand je rentre chez moi, je suis là, mais je ne suis pas vraiment disponible. C'est comme si j'étais là et pas là, on me le reproche d'ailleurs. Parce que j'ai plus envie de parler, je suis plus disponible pour ma femme, pour mes enfants. Et alors je m'en veux. Souvent je m'en veux, je culpabilise. Surtout avant, c'était pas moi ça. Vous voyez, Pierre, il n'est pas en burn-out. Il n'est pas effondré. Il n'est pas en rupture. Mais il est entré dans cette phase qu'on va appeler de l'érosion lente. Et je dirais que ce qui rend cette phase-là dangereuse, c'est pas son intensité. Au contraire, c'est sa discrétion. Parce que là aussi, on peut y rester longtemps, très longtemps. Vous pouvez continuer à soigner, tout en perdant, sans vous en rendre compte, ce qui fait la qualité fine de vos décisions, la marge. Alors, est-ce que cette histoire vous parle? Pierre, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Son histoire, elle n'est pas exceptionnelle. C'est même précisément l'inverse. C'est bien pour ça qu'on est là, aujourd'hui. Cette réalité-là, elle est très banale dans la réalité médicale d'aujourd'hui. Ça, c'est le cœur du problème. Parce que ce que vit Pierre, ça n'a rien à voir avec un manque de compétences, ni un défaut de caractère, ni une fragilité psychologique. Ça, c'est un processus adaptatif normal dans un environnement devenu chroniquement exigeant. Si on le voit autrement, son cerveau à Pierre, il a fait exactement ce qu'il fait de mieux. Il s'est adapté. Il a absorbé la charge, il a maintenu la performance et il a permis de continuer à soigner correctement. Sauf que cette adaptation, elle a un coût. Je vérifie notre timing. Cette adaptation, elle a un coût. Ce coût, au départ, en fait, le cerveau, il ne détecte pas très bien. Lorsque le stress devient chronique, il cesse d'être perçu comme un événement. Il devient la normalité, il devient un fond permanent. Et c'est précisément à cet endroit que l'usure invisible commence à s'installer. Alors, pour comprendre cela, je vais maintenant vous expliquer un mécanisme central qui est très très bien décrit par les neurosciences.
Ça s'appelle l'habituation. Comment l'usure s'installe? Quand le stress devient chronique, on a dit le cerveau, il cesse de le percevoir finalement comme quelque chose de nouveau. C'est pas parce que le cerveau s'habitue que le coup disparaît. Donc vous pouvez vous y faire intérieurement tout en continuant à payer un prix intérieur, invisible, de plus en plus grand. Et on va parler du concept de charge allostatique. Donc Bruce McEwen, dans les publications de référence au sujet du stress et de l'allostasie, il explique lui comment l'organisme maintient un équilibre par l'adaptation et comment cette adaptation devient délétère lorsqu'elle est prolongée. Autrement dit, le corps peut être très performant en mode adaptation jusqu'au jour où il commence à se dérégler. Ça, c'est ce que vous connaissez pour vos patients, n'est-ce pas? Vous le savez, vous, que leur maladie n'est pas arrivée du jour au lendemain. Parce que eux aussi, vos patients, on n'est pas différents. Ce sont des êtres humains avec un corps qui peut avoir été performant jusqu'à ce moment où il a commencé à se dérégler. Et ce dérèglement, au départ, c'est super discret, on va dire. Alors, on va faire un mini-test. Ce n'est pas un test psychologique, c'est un test d'observation clinique de vous-même. Et je vous propose de répondre mentalement, mais sans vous juger, juste d'accueillir la réponse comme ça. 5 questions. En fin de journée, votre cerveau, est-ce que vous diriez qu'il fonctionne en mode fluide ou volontaire? Votre empathie, en fin de journée toujours, est-ce qu'elle reste spontanée ou est-ce qu'elle demande un petit effort? Après une garde ou une journée très dense, est-ce que vous récupérez en une nuit ou en plusieurs jours? Et votre tolérance à l'imprévu? C'est intéressant ça. Est-ce qu'elle est stable? Ou est-ce que vous avez besoin de plus de contrôle? Dernière question. Votre plaisir de soigner à la fin de journée dense, est-ce qu'il est intact? Ou est-ce qu'il est un tout petit peu, on va dire, éloigné comme s'il était derrière une vitre? Alors, voyez, si plusieurs réponses vous ont un petit peu, interpellé. Sachez, c'est pas un verdict. On n'est pas là pour juger. On est là pour lire. Je vous propose d'accueillir ces réponses comme une lecture de vous-même. Parce que, à ce stade-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire quelque chose qui est très logique. Il faut que je me repose davantage. Ok, c'est une pensée saine. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, ça va peut-être vous soulager, ou pas. Parce que, en fait, on peut faire exactement ce qu'il faut, qu'on pense qu'il faut en termes de repos, et malgré tout ne pas récupérer réellement. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi à un moment donné le repos ne suffit plus? C'est pas un manque de volonté ni un problème psychologique. Ça, il faut arrêter de se dire ça. C'est un problème de physiologie de la récupération. Donc je répète, et enregistrez ça. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas un problème de résistance. Je l'ai dit, vous pouvez vous reposer sans récupérer. Et la récupération, c'est pas seulement arrêter de travailler. La récupération, c'est réellement un processus neurophysiologique actif. Quand on comprend ça, on arrête de se juger. Et on agit. Alors, il existe un marqueur très intéressant pour identifier cela. On appelle ça le HRV, vous connaissez peut-être, la variabilité de la fréquence cardiaque.
Et là, dans un article fondamental, Thaler and Lane ont décrit le modèle de Neurovisceral Integration. Un réseau cerveau-cœur lié à la régulation autonome, cognitive et émotionnelle. Autrement dit, quand la flexibilité autonome diminue, la récupération devient plus difficile. Et ça peut se traduire cliniquement par quoi? Une difficulté à redescendre après une journée. Vous connaissez ça? Une fatigue qui persiste malgré le repos. Vous connaissez ça? Une irritabilité interne. Vous connaissez aussi. Et une sensation d'hypervigilance. Oui ou non? Donc McEwen, il a aussi largement décrit en fait comment le stress chronique peut modifier la plasticité cérébrale. Ça se passe au niveau des systèmes impliqués dans la mémoire, l'émotion et le contrôle exécutif. En clinique, qu'est-ce que ça veut dire? Sous stress prolongé, le cerveau devient excellent pour gérer l'urgence, mais nettement moins pour la finesse, la nuance et la récupération profonde. Alors je vais vous parler de Sophie. Son histoire à Sophie, elle est différente. Sophie, médecin généraliste, elle a un cabinet qui est plein en permanence. Sa patientèle est énorme, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui, et elle lui est très très attachée. Sophie, elle est reconnue pour son sérieux, pour sa pratique clinique, pour sa qualité, son temps d'écoute. Et puis elle est très fine dans la pose des diagnostics. En plus, Sophie, elle dit rarement non. Pourquoi? Parce qu'elle a une petite phrase intérieure. En TCC, vous connaissez les thérapies cognitivo-comportementales, en TCC, on appelle ça des pensées automatiques. Alors comme pensée automatique, Sophie, elle a si je ne le fais pas, qui va le faire? Qui va s'occuper de mes patients? C'est pas une phrase grandiloquente, hein, c'est une réalité. Alors Sophie, elle me dit, Karine, je fais tout correctement. Et moi, je lui dis, mais je le vois. Elle dit aussi, mais maintenant, chaque consultation, ça me demande un effort. Comme si, je devais un peu forcer, c'est volontaire. Puis elle précise, et alors c'est très médical ce qu'elle dit, avant j'avais une disponibilité cognitive naturelle, maintenant je dois la produire. Alors je lui ai demandé un exemple et sa réponse c'est, avant quand le patient arrivait avec un dossier important, un récit confus, trop d'éléments, bien je triais naturellement et maintenant je dois me concentrer plus fort. Je dois par exemple débrancher le téléphone pour ne pas être dérangé. Et je dois mettre toute mon attention, je prends plus de temps. Et quand je sors de la consultation, j'ai l'impression d'avoir tenu. Et puis, elle conclut par une phrase qui est devenue pour moi le marqueur. Un marqueur clinique, on va dire, d'usure. Cette usure dont je vous parle. Elle dit, je ne suis pas épuisée, je suis usée. C'est pas la même chose. Épuisé, c'est un état aigu. Vous vous reposez, hop. Usé, c'est un processus. Alors, bonne nouvelle. Parce que même si c'est plus important, plus grave, je ne vais pas mettre le mot, mais la bonne nouvelle, c'est que comme c'est un processus, si on le lit tôt, si on le détecte tôt, on va pouvoir le modifier. C'est tout l'objet de notre webinaire et de la suite que je vous propose. Alors, finalement, ce mécanisme, on a vu, c'est un processus, donc il n'est pas irréversible. On va pouvoir le modifier. Mais retenez ça aussi. Ce mécanisme, ça ne se corrige pas tout seul. Et ça ne se corrige pas, par le repos seul.
après, vous vous rendez bien compte que quand un système de récupération s'est déréglé progressivement, au fil des années, voire des décennies, eh bien, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, hein. Ça serait facile. Il ne suffit pas de l'arrêter ponctuellement, ça doit être réentraîné. On va sortir les haltères du cerveau et on y va. J'espère que vous êtes là avec moi pour ça. On y va. Ce réentraînement, ce n'est pas une opinion personnelle, hein. On peut s'appuyer voilà, sur des données issues de recherches publiées. Un exemple, je vais reprendre dans une méta-analyse qui a été publiée dans le JAMA, 2017, Panagiotti. Qu'est-ce qu'il a dit? Que si on cible l'épuisement des médecins en faisant des interventions, ça montre des effets réels mais modérés. Parce qu'en fait, ce qu'il a mis en évidence, ce que cette équipe a mis en évidence, c'est que les interventions structurées mais aussi systémiques ont un impact plus important que les approches uniquement individuelles et ponctuelles. Autrement dit, ce n'est pas un problème que l'on règle par un week-end de repos ni par un effort de volonté supplémentaire. Il faut quelque chose de structuré, de systémique et pas de ponctuel. Autrement dit, ce n'est pas un problème qu'on règle par un week-end de repos ni 15 jours de vacances. Donc, la conclusion qu'on va en retirer, nous, aujourd'hui, c'est que cette usure-là, vous n'avez pas à la porter seule. Ni moralement, ni psychologiquement. Et le point clé, c'est que vous pouvez, vous, reprendre la main sur des leviers neurophysiologiques concrets, à la condition d'avoir une méthode structurée, progressive et réaliste, et qui est pensée pour vous, pour la réalité médicale, c'est-à-dire applicable aussi dans un quotidien qui est déjà chargé, et sans ajouter de pression supplémentaire. Vous en avez assez, n'est-ce pas? Donc c'est dans cet esprit que j'ai conçu la masterclass de 5 jours que j'ai intitulée « Bien soigner sans s'épuiser ». Ça vous parle ça? Bien soigner sans s'épuiser, devenir un médecin durable. C'est un programme qui ne cherche pas à vous motiver davantage, mais vraiment à réentraîner ce système de récupération pour que vous puissiez retrouver de la marge, on va dire, au lieu de retrouver, que vous puissiez restaurer cette marge cognitive et émotionnelle pour vous permettre de continuer à exercer avec tout votre talent, avec votre exigence, avec qui vous êtes, sans vous user en sourdine de manière invisible. Alors, je vous ai promis des outils immédiats. Et là, maintenant, c'est ce que nous allons faire ensemble. 2 outils immédiats. Mais je vais être claire avec vous. Ce qu'on vient d'explorer ensemble. Nous avons parlé jusqu'à présent de mécanismes, de physiologie, d'usure invisible. Cette compréhension, aussi juste et documentée soit-elle, ne suffit pas si elle débouche sur rien. Si vous n'en faites pas des leviers concrets, applicables dans votre quotidien de médecin, dans le réel, dans votre vie. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, ce n'est pas une pause bien-être. Ce n'est pas un exercice de relaxation. Ce sont 2 outils fonctionnels pensés pour vous, pour agir directement sur les mécanismes que nous venons de décrire. Alors j'ai choisi ces 2 outils-là. Pourquoi? J'en ai plein d'autres. J'ai des mallettes d'urgence à foison. Mais j'ai choisi ces 2-là. Pourquoi? Parce qu'ils répondent exactement aux 2 endroits où l'usure s'installe en premier, sur le système neurovégétatif et sur la saturation cognitive. Alors ces 2 outils, ils ont 3 caractéristiques essentielles. Ils sont simples,
applicable partout et réutilisable à vie, sans dépendre ni de moi, ni d'un programme, ni d'outils ou de matériel quelconque. Et si vous ne deviez repartir de ce webinaire qu'avec 2 choses concrètes, ça serait celle-ci. Ce sont, et je vous offre maintenant, les 2 premiers outils de votre trousse d'urgence de médecin durable. Ça vous dit? Alors l'objectif, c'est de redescendre physiologiquement quand la tension monte, de restaurer un peu de marge mentale, vous voyez, quand tout sature, pour éviter que l'usure continue de s'installer silencieusement. Alors on va les expérimenter maintenant, ensemble, et pas de pression, il n'y a rien à réussir, rien à bien faire. Observez simplement, pendant que vous testez, dites-vous bien, ce sont exactement des micro-ajustements répétés comme ceci qui, dans la durée, vont changer profondément votre manière de vivre votre métier. J'ai coutume de dire, c'est ce qui vous permet de changer de vie sans changer de vie. Il n'y a pas besoin de tout changer de notre vie pour changer de vie. Vraiment, je vous l'assure, je vous le garantis. Allez, allez, allons-y. Je vous propose le premier outil. Un outil, on va l'appeler de reset neuro-végétatif. Protocole simple, très simple, utilisable, on va dire, entre 2 patients, dans un couloir, en voiture, avant une consultation difficile, ou avant de rentrer chez vous, ou pendant que vous rentrez chez vous. Alors, installez-vous. Je vous propose de vous asseoir. Le plus simple, c'est toujours ça, d'être assis, ou alors vous restez debout, peut-être moins allongé, mais comme vous voulez. Asseyez-vous, les pieds bien posés à plat sur le sol, la colonne vertébrale bien droite. Je trouve que cette position, c'est la position de base pour revenir à soi déjà. Et je vous propose maintenant d'inspirer par le nez pendant 4 secondes et d'expirer par la bouche en allongeant progressivement l'expiration sur 5 ou 6 temps la première fois. On va inspirer à nouveau pendant 4 temps et puis expirer progressivement jusqu'à 8 temps. Installez cette respiration 4-8. 4 et... Continuez cette respiration. Si possible, vous allez expirer en rentrant le ventre. À chaque expiration forcée, vous rentrez le ventre. Et vous allez voir que le ventre à l'inspiration va naturellement se gonfler. Donc ajoutez cette respiration abdominale, ventrale. Et puis en même temps, relâchez volontairement la mâchoire. C'est un endroit de crispation important. Vous pouvez laisser la bouche s'entrouvrir, relâcher la mâchoire. Vous pouvez faire des mouvements. Et puis, descendez, relâchez les épaules. Allez, faites ça encore sur 2 ou 3 respirations. Inspiration 4 secondes en gonflant le ventre. Et expiration 8 secondes en rentrant le ventre, en baissant les épaules et en relâchant. Et encore une fois. Ok. Observez. Prenez quelques instants pour observer. Ah, j'avais pas vu que nous avions de la visite.
Cette respiration, ce reset neurovégétatif, c'est un signal vagal très simple. Je peux redescendre. Je peux revenir à moi et faire un reset. Observez vraiment, tout simplement. Est-ce que votre cerveau est devenu un peu plus clair? Vous pouvez fermer les yeux, observer, ressentez. Est-ce que la tension de fond a baissé d'un cran? Observez. C'est pas magique, c'est physiologique. Nous avons pris, je sais pas, j'ai pas regardé, peut-être 1 minute. Avec l'entraînement, vous n'aurez pas besoin de toutes ces étapes, vous allez mettre tout. Respiration, respiration abdominale, relâchement musculaire. Vous aurez besoin de... Alors on parle de 57 secondes pour qu'il y ait vraiment un effet. 1 minute. 1 minute entre chaque patient, entre 2 consultations. Je vous assure que si vous faites ça sur toute une journée, le soir, vous ne serez pas pareil que d'habitude. Vous serez moins fatigué. Vous serez moins surchargé. Votre cerveau sera moins fatigué. Alors, je compte sur vous. Dès demain, ou dès tout à l'heure, selon quand vous regardez ce webinaire, mettez en application. N'attendez pas plus tard. Vous l'aurez oublié. Mais si vous mettez en application là, dès maintenant, et vous en faites un outil quotidien, quand vous mettez votre blouse, ok, respiration, et vous commencez votre journée comme ça. Quand vous enlevez votre blouse le soir, vous fermez la porte du bureau, respiration, reset mental. Faites-moi un retour. Faites-moi un retour. J'ai fait, ça a marché, ça n'a pas marché, partagez-moi. Je suis là pour ça, je suis avec vous, engagé pleinement. Donc voilà, ça c'est votre premier outil, le reset mental. Deuxième outil. Deuxième outil, c'est pas quelque chose de l'ordre d'une visualisation bisounours. C'est une visualisation fonctionnelle, on va dire presque une procédure de tri cognitif. Si vous êtes plus à l'aise, je vous propose de fermer les yeux pour cet exercice-là. Respirez, faites une respiration pour revenir à vous. Prenez toujours ce temps. Et imaginez votre journée comme un tableau avec 3 colonnes. Colonne numéro 1, ce qui est terminé. Colonne numéro 2, ce qui est en suspens mais pas urgent. Colonne numéro 3, ce qui est vraiment critique, urgent. Et pendant 30 secondes, je vous laisse 30 secondes, vous allez laisser votre cerveau faire le classement, sans résoudre, juste classer. Ce qui est terminé, ce qui est en suspens, ce qui est urgent. Je vous laisse faire. Et maintenant, je vous propose de choisir une phrase simple, une phrase intérieure simple. Ce qui est terminé est terminé. Ce qui est en suspens sera traité. Ce qui est critique sera géré demain. Cet exercice-là, cette décharge cognitive, fonctionnelle, c'est une manière de diminuer la saturation et de restaurer votre disponibilité cognitive. À nouveau, je vous propose d'observer.
Observez ce qui se passe en vous là. Observez-vous. Observez vos pensées. Comment vous sentez-vous quand ce classement est terminé? Comment vous sentez-vous quand vous avez respiré, quand vous avez fait ce reset mental? Observez comment vous vous sentez là. Est-ce que votre corps est plus relâché? Est-ce que vous sentez, je sais pas, comme des petits fourmillements, je sais pas, quelque chose qui circule à nouveau mieux en vous? Une clarté d'esprit, peut-être un soulagement, un bâillement, ça peut donner lieu à tout ça. Prenez encore quelques secondes, observez simplement ce qui est différent maintenant, sans l'analyser, sans chercher de conclusion. Ça peut être aussi une respiration plus ample, juste la tension de fond qui est un petit peu baissée d'un cran. Voyez, ce que vous venez de vivre là, c'est pas spectaculaire. C'est pas visible. C'est pas miraculeux non plus. Pour autant, c'est réel. Et surtout, c'est reproductible. Ces deux outils, ils agissent directement sur les mécanismes que nous avons décrits ensemble. La régulation neurovégétative et la saturation cognitive. Alors ces deux outils, c'est quoi? Un premier niveau d'intervention. Ils vont vous permettre d'arrêter l'accumulation immédiate, de récupérer cette fameuse marge dont on a parlé et de sortir ponctuellement du mode tension permanente. En revanche, ça c'est un point clé aussi, c'est que ces deux outils à eux seuls, ils ne vont pas suffire à corriger une usure qui s'est installée depuis des années. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, l'usure invisible, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus. Un processus ne se transforme pas avec un outil isolé, même deux, mais avec une progression structurée, construite, pour vous. Alors, c'est là que ça commence la logique. La logique de ce que nous avons déjà commencé à construire ensemble. Si ce que vous avez ressenti maintenant, ça vous donne envie d'aller plus loin, de comprendre plus finement votre fonctionnement, de restaurer justement durablement cette récupération, et puis de continuer à exercer sans vous user silencieusement. Si vous avez envie de devenir ce médecin durable, alors le programme que je vais vous présenter maintenant, ce n'est pas une option en plus. C'est la continuité naturelle de ce que vous venez d'expérimenter. Voilà, parce que ce que nous avons décrit là, c'est pas théorique, c'est pas marginal, c'est pas réservé à quelques confrères en difficulté. Non, 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 c'est vous, parce que c'est une réalité clinique fréquente chez les médecins qui sont comme vous, compétents, engagés, responsables, qui tiennent, mais avec ce coût qui augmente. Donc bien soigner sans s'épuiser, c'est 5 jours pour devenir ce médecin durable. 5 jours, c'est rien dans votre vie, c'est rien dans votre carrière. 5 jours. Donnons-nous 5 jours. Donnez-vous, offrez-vous 5 jours, 5 fois 1 heure de masterclass, plus des bonus, pour stopper cette usure invisible et retrouver la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et le plaisir. Un plaisir durable d'exercer votre métier. Ce programme, ce n'est pas un contenu de motivation. Il est pensé, construit avec une progression clinique, logique, structurée, applicable dans votre réalité médicale. Pas pour vous demander d'en faire plus. J'ai envie de dire au contraire. À terme, oui, au contraire. Pour en faire moins en faisant tout autant. Surtout, notre objectif, c'est de vous aider à fonctionner autrement et avec plus de marge, moins d'usure. Donc 5 jours. Le premier jour,
On va parler du mythe du médecin qui doit tenir. On va faire l'anatomie de cette usure invisible. Deuxième jour, on va explorer plus finement les signaux précoces. Troisième jour, on va parler de la dette de récupération. Parce que pourquoi ce repos ne suffit plus? Et qu'est-ce qu'on fait avec? Quatrième jour, vous allez changer de posture, sans perdre la qualité des soins que vous offrez. Jour 5, médecin durable. On va stabiliser une médecine qui vous nourrit au lieu de vous vider. La logique, c'est pas de la motivation. La logique, c'est de la lucidité, du repérage, la récupération qui augmente, la posture dans la durée. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Aujourd'hui, vous tenez encore, mais est-ce que vous avez envie d'attendre encore d'aller plus mal? Oui ou non? Il faut que ça soit clair. Est-ce que votre objectif, c'est de continuer à soigner sans payer ce prix invisible? Alors, je vous invite maintenant à vous poser une vraie question. Si vous continuez exactement comme maintenant, projetez-vous dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qui serez-vous? Comment sera votre vie? Professionnelle? Personnelle? Est-ce que vous serez toujours compétent, mais intérieurement épuisé? Ou alors est-ce que vous serez stable, plein d'énergie, clair, vivant, engagé toujours dans le soin que vous aimez? Vous savez, la médecine a besoin de vos compétences. Vos patients ont besoin de vous, mais ils ont besoin de votre expertise. J'aime dire que le monde a besoin de vous. Mais surtout, on a besoin de vous dans la durée. Ce soir, vous avez déjà fait quelque chose de rare. Parce que, ensemble, vous avez regardé la réalité en face, avec lucidité et avant la rupture. C'est exactement comme ça qu'on change une trajectoire. Alors, ça c'est quelque chose que peu de médecins ont entendu ou entendent dans leur carrière. Mais vous n'êtes pas censé tenir indéfiniment. Vous êtes censé durer intelligemment. Parce que la médecine, elle ne manque pas de compétences aujourd'hui. Il y a des compétences, il y a des belles compétences, il y a des belles avancées. Mais on manque de quoi aujourd'hui? On manque de médecins qui arrivent à rester clairs, humains, durables. Sur 20, 30, 40 ans. J'exagère un peu, encore que. Donc ce programme bien soigné sans s'épuiser, c'est pour ça qu'il existe. Pas pour vous apprendre à être plus fort, mais pour vous apprendre à tenir mieux. Et j'ai utilisé ce verbe tenir, vous voyez? C'est grave. Ce programme, c'est pour comprendre ce qui se passe, pour détecter l'usure, pour reconstruire et pour vous amener à devenir ce médecin durable, sans sacrifice. Vous n'avez plus besoin de vous sacrifier. Alors je vais être transparente avec vous. La valeur du programme, elle est autour de 500 €. Parce que c'est pas du bien-être, c'est pas du développement personnel, c'est un programme structuré, scientifiquement construit et pensé pour vous, pour des médecins comme vous. Et parce que si vous êtes ici, si vous avez pris ce temps, le temps de m'écouter jusque-là, c'est parce que vous êtes les personnes pour qui je suis là, pour qui j'ai créé ce programme. Alors pour vous, je vous propose, pendant 3 jours seulement, 3 jours seulement, un tarif spécial à 157 €. Ce tarif, il est volontairement accessible pour vous permettre la décision précoce, avant que l'usure soit trop coûteuse pour vous. Et en plus de ça, j'ai décidé de vous offrir un bonus, une heure de coaching
en individuel. 1 heure de conseils personnalisés, confidentiels bien sûr, et centrés sur votre situation spécifique à vous. 1 heure pour faire le lien entre le programme et votre réalité, pour clarifier vos leviers prioritaires et ancrer tout ce que vous aurez compris. Ce bonus n'est pas destiné à tout le monde, seulement pour les personnes qui s'inscrivent là aujourd'hui. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est pas le coût, c'est pas les 157 euros. La vraie question, je vous la pose. Combien vous coûte aujourd'hui cette récupération incomplète, cette fatigue de fond, la baisse de marge mentale et la perte de votre plaisir à exercer? Je ne parle pas d'argent, je parle de votre trajectoire professionnelle, de votre énergie, de votre vie. Et ce n'est pas l'objectif de vous demander de décider sous pression. Décidez avec lucidité. Si vous pensez que ce programme peut changer votre manière de vivre votre métier, allez-y, rejoignez-nous, maintenant. Pas quand vous serez trop fatigué, pas quand la marge sera encore plus réduite, maintenant. Parce que ce que vous êtes déjà en train de faire ici, c'est pas d'acheter une masterclass. C'est une décision. C'est la décision de durer. Et il y a quelque chose de profondément noble dans cette décision. Alors sachez que moi, je serais heureuse de vous accompagner pendant ces 5 jours. 5 jours que vous allez vivre à votre rythme, puisque je les ai enregistrés, ces masterclass, parce que je sais très bien que vous réunir à un même moment sur 5 jours, ça ne se fera pas. Donc vous avez cette chance, c'est enregistré. Pour autant, je suis là, je vous accompagne, je vous suis. Sur ces 5 jours, je suis là. Donc posez-moi des questions, interagissez avec moi, je suis avec vous. Vous trouverez le lien dans cette vidéo, sur mes posts, voilà, facilement. Mais prenez la décision qui est juste pour vous. Et souvenez-vous de cette phrase, si vous êtes en train d'hésiter là, c'est parce que c'est pour vous. Vous n'avez pas fait toute cette écoute pour rien par hasard. Allez, je suis heureuse, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre participation et globalement, je vous remercie pour votre contribution dans ce monde. Devenez des médecins durables, votre contribution pour ce monde n'en sera que plus grande. Et je suis avec vous dans cette démarche. Alors je vous dis à très bientôt dans la masterclass ou en coaching individuel, comme vous le souhaitez. À très bientôt.